Oui, allô? Donc, Oui, tu salut nous Fabien. fais une Merde. vague. Alors, attends, voilà, c'est bon. Ça va, Pascal? Très bien, merci et toi. Ouais, ça va, ça va. Alors, Pascal Talarida de DM Trading, qu'on a l'habitude de retrouver. Maintenant, on le retrouve chaque semaine, mais là c'était un peu moins espacé parce que la semaine dernière, on l'avait reçu en fin de semaine. Donc, Pascal, tu m'as dit qu'aujourd'hui, tu vas pas parler du débriefing, puisque c'est quoi? C'est parce que t'étais pas là ce week-end, voilà. C'est Euh, ça, bah, comme je dis, j'étais pas là ce week-end et du coup, il n'y a pas eu de débriefing vendredi dernier. Donc j'ai reçu les positions, mais avant, il faut faire le tout check-up et tout, et pour l'instant, on l'a pas fait. Donc si tu veux, il sera pas trop question des résultats. Bon, après, j'ai une vision globale, et puis vu le marché, je pense pas qu'il y ait des choses faramineuses. Mais par contre, j'ai eu quelques nouvelles d'autres traders qu'on a. Ça, je peux en parler parce que du coup, c'est lié à la psychologie aussi. Ok, très bien. Alors juste une demande là, c'est habituellement quand tu expliques des choses, etc. J'essaye de montrer les graphiques en même temps, mais avec Skype on peut activer le partage d'écran. Est-ce que toi ça te dérange de partager ton écran ou pas pour Ah nous ouais, pas montrer de les trucs? souci. Après, si je vais plutôt changer d'ordinateur plutôt alors. Ou sinon, pour la prochaine fois, plutôt, ce serait plus Voilà. pratique. Ok. En fait, le Mac et tout est sur le PC. Ok, bah on fera ça la prochaine fois alors, pas de problème. Ok, bah, comme ça, je préparais des graphes. Alors, en gros, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'on avait donc des traders qui ont fait la formation pro, qui ont été un peu trop vite en besogne. C'est pour ça que j'ai mis, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a eu quelques modifications sur le site. Bon, déjà, j'ai divisé par deux les performances. Donc en référent, j'avais expliqué, je prenais un risque de 2% par position, sauf qu'on commençait à arriver à des résultats un peu trop gros et j'avais peur que beaucoup disent qu'est-ce que c'est que ces conneries entre guillemets. Donc pour que ça fasse déjà plus crédible, j'ai divisé volontairement par deux tous les résultats en prenant donc cette fois-ci un référent de 1% par trade au lieu de 2%. Et j'en ai mis deux tout en bas du classement, c'est Franck et Valère qui ont complètement pété une durite. Bon, Valère, lui, ça fait un moment déjà. En fait, si tu veux, ils ont été pas assez patients. Moi, je préconise, hein, malgré que la formation dure un an, il faut attendre 2 ans pour se dire, ben voilà, j'ai fait un an de formation, puis un an post-formation. Voilà ce que j'étais capable de faire. Et le problème, c'est que, bon, ben eux, voilà, ça faisait 6 et 8 mois qu'ils étaient en formation. Ils avaient de bons résultats. Et après, il y a aussi notre part de responsabilité. On les a pas trop mis en garde sur le fait que les bons résultats, ça veut rien dire sur 6 mois et que l'idée c'est pas de gagner beaucoup d'argent, c'est de gagner tout court. Et c'est vrai qu'on ne les a pas freinés dans leurs ambitions et ils ont commencé à trader sur des montants beaucoup plus importants. Il y en a qui ont voulu faire de la gestion également. Alors, vu qu'ils étaient ni prêts et que nous on les soutenait pas de ce côté-là, on les a pas inclus dans nos brokers à nous parce qu'on travaille avec des brokers institutionnels pour ce genre de choses. Et donc ils sont partis chez des brokers un peu véreux entre guillemets qui demandent strictement aucune garantie ni quoi que ce soit pour faire de la gestion. En gros, n'importe qui peut taper à la porte et dire bonjour, donnez-moi de l'argent et je vais les gérer. Et du coup, c'était la cata puisque Valère, en fait, il a lui tradé sur des comptes de 3 000 euros, même s'il a fait des belles performances. Et puis, il est passé tout d'un coup sur, en moins de 4 5 semaines, 600 000 euros de capitaux. Donc, ça lui a un tout petit peu monté à la tête et il a complètement pété un câble à faire complètement n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est bien parce que nous, c'est des choses qu'on apprend, donc on va s'améliorer également sur ce côté-là. C'est que malgré tout ce qu'ils aient appris et la manière dont ils tradaient avant, à un moment donné, ils ont eu un déclic et j'ai eu l'impression d'avoir affaire à des débutants complets. C'est toutes les erreurs que tout le monde connaît, overtrading, hedging, martingale, pas de stop loss, des trades dans tous les sens en même temps, à droite, à gauche, 50 000 paires en même temps. Euh, il a fait ça en quelques semaines, incompréhensible. Alors on a d'abord essayé de l'encadrer, donc on tradait avec lui le matin, on lui envoyait des sortes de signaux en fait, des recommandations le matin également. Finalement, ça n'a pas servi à grand-chose puisqu'il les écoutait pas et il n'a pas réussi à se raisonner. Et donc il est vraiment parti, pour ceux qui connaissent le poker, vraiment en tilt. Et c'était hallucinant et à la fois désolant puisque c'était incontrôlable, impossible de le contrôler, impossible de le gérer. Donc on lui a demandé plusieurs fois de se mettre au vert pendant plusieurs semaines. On est tous passés par là. Moi, je suis déjà passé par ce genre de péripéties. Donc je sais que la seule chose à faire, c'est de se mettre au vert pendant plusieurs semaines et recommencer tout doucement. Et il est arrivé à un point où malheureusement, même ça, il n'y arrivait pas. Donc il continuait, 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 continuait. Donc il perdait des sommes complètement hallucinantes. Et puis, donc il y a Franck qui lui avait des bons résultats, pareil, sur des comptes qui font 3 4 000, 5 000 euros.
Bon, maintenant, ils étaient un peu plus, mais si tu veux, c'est sur des petits comptes et des comptes personnels, donc des comptes à lui. Et il lui a gentiment proposé de le remplacer. Et malheureusement, ben, il est arrivé à un tel niveau, le pauvre Valère, qu'il lui a mis une pression hallucinante. J'ai eu accès aux messages qu'il s'envoyait, c'est vrai que c'est assez hallucinant. Dès qu'il prenait une position, il disait non, non, prends pas ça, il y a le support, le machin, la news, etc. Il lui a mis une pression telle que, pareil, c'est un peu parti en cacahuète. Et donc, Franck a fait exactement la même chose que Valère. Il est parti également en tilt, sous la pression. Et donc, c'est deux choses bah, qui nous ont assez surprises, puisque c'était des personnes qui bah, étaient assez, comment dire, assez régulières, et puis qui étaient assez doués et qui le sont toujours. Par contre, ils viennent de se prendre deux grosses douches et pour corriger le tir, et ça, je pense que ça arrive à tout le monde et que ça arrivera à tout le monde et que ça déjà arrive à tout le monde, il faut vraiment se mettre au vert, prendre une bonne pause et revenir aux fondamentaux. Et en fait, si tu veux, ce qui est marrant avec les deux, c'est qu'ils ont subi exactement le même schéma. C'est-à-dire que c'est les deux parmi les élèves qui sont le plus agressifs en termes de pyramidage. Comme tu sais, je vous ai expliqué, nous, notre biais, c'est dès qu'on a un avantage sur le marché, on va vraiment le pyramider et de manière assez agressive ou pas. Donc, je leur ai déjà toujours dit que la majeure partie des élèves avaient des performances déjà supérieures aux miennes, puisque je suis pas aussi agressif qu'eux. Et puis que, il faut pas oublier que nous, notre objectif, c'est de faire entre 6 et 12% par mois. Donc ça, c'est l'objectif que je donne à chaque fois. Et la plupart le dépassent, mais au lieu de se dire, bon, ben voilà, c'est un mois exceptionnel, etc., ils le prennent en fait comme une sorte de régularité. Et dès qu'ils gagnent moins ou dès que le marché est plus compliqué, bah, ça les emmerde et si tu veux, ils n'arrivent pas à se remettre en question. Et là, Ouais. les Franck et Valère ont eu exactement la même chose, donc tous les deux extrêmement agressifs dans les positions. Et l'évolution naturelle qu'on a commencé à voir, c'est bah, de moins en moins, en fait, ils respectaient, si tu veux, les règles qu'on a dictées. De plus en plus, ça devenait ce qu'on appelle du trading opportuniste. Le trading opportuniste, c'est quelque chose qui marche très bien tant qu'on est en gain et qu'on peut réinvestir des gains. Et quand le marché nous est favorable, à savoir des belles tendances. Et puis dès que le marché devient plus compliqué, il faut revenir à la base. C'est ce que je dis depuis 3 semaines, puisque ça fait 3 semaines qu'on a le même marché. Il faut revenir plutôt à des fondamentaux, à des choses très simples, à limiter la gestion du risque. Et ça, ils n'ont pas réussi à le faire. Les deux n'ont pas réussi à le faire. Alors, chacun son époque, parce que Valère, c'était depuis janvier dernier. Franck, ça s'est passé la semaine dernière. Et du coup, ben, tu sais pas ce qui se passe, un déclic, et c'est du grand n'importe quoi. Et c'est vraiment dommage, puisque ben, nous, on va continuer à les suivre de toute façon. Hein. L'objectif, c'est de les remettre à cheval. Mais le problème, c'est que psychologiquement, les deux, ils sont complètement détruits. Donc, je sais pas si ce genre de ravage, psychologiquement parlant, est facilement effaçable et qu'on peut facilement les remettre dans le droit chemin. Donc là, on va faire un gros travail sur eux deux et on va justement freiner les ardeurs de ceux qui sont les plus agressifs et puis ceux qui veulent toujours plus et aller plus vite en fait. Et donc ça pour dire que même si on gagne de l'argent, c'est pas en 6 mois, c'est pas en 8 mois, et même si on en gagne beaucoup, l'objectif c'est pas de gagner beaucoup d'argent. Hein. Ça je leur dis en formation, la formation elle s'appelle pas devenir millionnaire, elle s'appelle vivre du trading en gros. Donc l'idée c'est à son rythme, tout doucement, tranquillement, de pouvoir se dégager une rente et c'est tout. Après si on arrive à gagner beaucoup d'argent, tant mieux, c'est le bonus. Si on ne devient pas riche, c'est pas grave, on est déjà riche d'une indépendance si tu veux. Et il y en a beaucoup trop, enfin beaucoup trop. Les premiers, malheureusement, du classement, ils ont un peu perdu ça et ils ont voulu plus. Alors après, on se pose beaucoup de questions. L'intérêt du classement, c'est bien parce que ça nous permettait de nous démarquer, d'avoir quand même un suivi. Mais ça pousse les gens des fois à une surcompétition. Donc là, on est en train de faire depuis une semaine avec les élèves un gros travail. Parce que si tu veux, le classement, il y a plusieurs choses. Il y en a qui sont complexés, parce que comme tu sais, bah, dans un classement, il y a toujours des bons, des moins bons. Donc il y en a qui sont beaucoup complexés de la performance des autres, alors qu'ils ont les mêmes formations, ils comprennent pas pourquoi eux ils sont à 20%, les autres ils sont à 100%. Donc si tu veux, il y a toujours ce travail où on attendait les mecs, le trading c'est quelque chose de personnel, c'est chacun pour sa pomme. S'il y en a un qui gagne plus que toi, tant mieux, on s'en fout, c'est pour toi qu'il faut que tu trades. Ouais, tout à fait. Et ouais, donc si tu veux, le classement il a un double tranchant. C'est pour ça qu'il y a une quinzaine d'élèves qui ne veulent pas apparaître dans le classement, qu'ils soient perdants ou gagnants, parce qu'on a aussi des perdants, hein, faut pas se leurrer, parce que ben, par esprit de compétition, où ils veulent pas que leur nom apparaisse parce qu'ils connaissent des gens, etc., etc. Donc voilà la petite actualité, on va dire, de la semaine. Donc malheureusement, hein, Franck et Valère ont complètement pété un câble. Et donc on les a mis tout en bas du classement. Et pareil, on nous a dit pourquoi ne pas faire un classement subjectif, puisque je vous avais déjà dit il y a 2, 3 semaines que le classement ne représentait pas pour nous les meilleurs traders, il représentait ceux qui avaient généré le plus de performance, point barre. Et le problème du classement subjectif, c'est que c'est des jugements de valeur, et on ne veut pas faire un jugement de valeur sur nos élèves en disant bah, lui on le préfère, donc on va le mettre premier
élu deuxième. Donc on préfère rester dans l'objectivité de la performance. Maintenant, on parle aux élèves en leur disant, alors voilà, par exemple, si vous deviez prendre exemple sur des traders, ben voilà, prenez exemple sur lui qui lui a une très bonne régularité, est capable comment ça s'appelle, de supporter des périodes de perte ou des périodes de latence comme ce qu'on vit actuellement. Je vais parler un peu après du marché et se ressaisir. Et donc vraiment voilà, je pense que ce qui s'est passé la semaine dernière pour eux quoi, c'est vraiment le quotidien d'un trader, c'est être capable de se calmer, de se remettre en question et de pas vouloir gagner trop d'argent, même si c'est bien évidemment toujours tentant. Et puis j'ai appris encore autre chose également que je savais pas. Là j'ai toujours interdit. Après ils font ce qu'ils veulent, enfin très conseillé on va dire au sein de nos formations de ne surtout pas trader ensemble. C'est-à-dire que c'est bien que les élèves se voient après la journée ou avant la journée ou le week-end, on fasse le débriefing ensemble. Mais surtout, il ne faut pas trader ensemble dans la journée. Il ne faut pas que 2, 3, 4 se mettre en groupe. Un groupe de trading, malheureusement, de mon expérience, ça n'a jamais porté ses fruits, puisqu'il y a toujours des influents, des gens qui vont se faire influencer, etc. etc. Il y a toujours le conflit d'ego. Enfin, ça, c'est très dur à gérer les égos des gens, même si on essaie beaucoup de travailler sur les égos des gens, l'ego du trader, en essayant de leur donner un peu de nos valeurs, l'humilité, etc. Et c'est très très compliqué. Et donc bon, on essaie de beaucoup bosser là-dessus. Donc j'ai appris qu'il y avait un groupe qui s'était formé. Et ben ça a pas, ce qui devait arriver arriva. Les élèves de ce groupe, même si c'était des élèves qui étaient bons, ben, finalement ils ont une performance qui est vraiment mauvaise depuis 3-4 semaines qui traînent en groupe, puisque ils s'influencent tous les uns les autres, ils essaient tous de se montrer qui est le meilleur entre guillemets, et ils n'ont pas encore l'expérience, ils n'ont pas encore la stabilité malgré leurs bons résultats. Ils n'ont pas encore la stabilité pour dire ben non, moi je me fais pas influencer par les autres. Je peux trader avec les autres, il n'y a pas de souci. Je tiens pas en compte de ce qu'on me dit, etc., etc. Et donc, ça me permet de voir que, malgré, pour certains, quasiment un an de formation maintenant, il y a encore du travail, non plus cette fois-ci sur la technique, mais sur la stabilité, la psychologie, l'humilité, l'humanité, en fait. C'est le travail sur l'humain, mais plus que le travail sur la technique. Et on voit vraiment que le trading, encore une fois, ça, j'enfonce des portes ouvertes, et c'est vraiment quelque chose d'uniquement psychologique. Bah, Et, d'ailleurs, juste je te coupe hein, 2 secondes après je vais te laisser reprendre. ouais, Un truc qui pourrait t'intéresser. Là la semaine dernière j'étais à Paris Dauphine là, on avait organisé avec une association étudiante une conférence sur l'importance des modèles de gestion du risque dans les différents scandales qu'on a eu ces dernières années, que ce soit les subprimes ou les traders en banque qui ont perdu beaucoup d'argent. Je sais pas si tu as vu la vidéo, il y a Jean-Luc Hussac, Morgan Tramaseg et Daniel Dupuis, et justement ils parlaient beaucoup de l'humain et de l'importance de l'humain. Même, tu vois, là on parle de particuliers qui suivent ta formation, bon pour certains depuis 1 an, mais on se rend compte que même au plus haut niveau, même dans les grandes banques, etc., on revient souvent justement à l'humain, les systèmes de hiérarchie et d'ego qui font tout partir en vrille en fait. C'est juste pour rebondir ah là-dessus. ouais. C'est ça, ouais. Et donc Arnaud m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, puisque donc Arnaud a infiltré entre guillemets nos élèves. Enfin, il s'est joint à nos élèves pour qu'il me donne son sentiment justement là-dessus. Et il a dit effectivement qu'il y en avait qui avaient encore des problèmes au niveau de la psychologie. Et on en a parlé. Donc Arnaud qui était chez UBS, la dernière fois, on avait rencontré un de ses anciens potes qui était à l'époque, pour ceux qui se rappellent de la baleine de Londres, vous savez le Français qui avait perdu pour UBS. Je sais plus 5 milliards, un truc comme ça. En fait, ils bossaient ensemble, Arnaud, lui et la baleine. Et donc, il me racontait les anecdotes. Il disait, mais ce mec-là, c'était un malade mental. C'était un vrai psychopathe. Et on parlait justement de tout ça en disant que, enfin, il me disait lui-même que dans les banques, il y avait beaucoup qui devenaient vraiment fous, complètement fous, hors contrôle, qui prenaient des risques. Il fallait avoir, comme dit, des couilles énormes pour prendre ce genre de position, que même eux, avec une bonne expérience, ils étaient incapables de tenir. Et il disait, c'est vrai que c'est un métier où il y a beaucoup de psychotiques, entre guillemets. D'ailleurs, il y avait une étude qui était sortie il y a pas longtemps, comme quoi dans le métier de la finance, c'était un des pans dans lesquels il y avait le plus de tendance psychopathe chez l'être humain. Et puis, pareil, hein, au niveau des films, c'est vrai que ça me fait toujours penser à American Psycho, ce genre de choses. Enfin, effectivement, comme tu dis, ouais, l'humain est vraiment extrêmement important là-dedans. Et on l'oublie souvent. Et en plus, c'est toujours les mêmes choses. C'est toujours l'humilité, l'ego, etc. Mais bon, ça, même avec une bonne formation, tu peux pas changer non plus la personnalité des gens. Donc, on essaie d'y travailler, mais c'est difficile de rentrer dans la tête des gens, leur dire, écoute, maintenant, tu penseras plus comme ça, tu iras pas fanfaronner. Par exemple, tu m'as dit la semaine dernière, il y en a un qui est venu
présenter ses performances. Bon, moi, je suis contre ce genre de choses. Non, mais là, par contre, lui, c'est pas, c'était, d'ailleurs, je m'étais trompé de prénom, en fait. C'était Sacha Oui, qui était Sacha. venu, mais il est pas du tout venu fanfaronner, hein. C'est, lui, il me disait ce qu'il faisait, etc. C'est moi qui lui ai dit, et en Ok. fait, en discutant avec lui, je lui demandais pas exactement ce qu'il avait fait, etc. Mais, du coup, lui, il est pas venu me dire ça, tu vois ce que je veux dire? C'est au fur et à mesure de la discussion qu'il a parlé de ça, mais je pense, mais il était pas là à dire, voilà, j'ai gagné ça, je suis fort, etc. Bon, attends, parce que c'est justement les choses qu'on essaie de combattre et c'est vrai que malheureusement dans les groupes d'élèves, parce que donc il y a plusieurs promotions à chaque fois, il y a toujours une personnalité qui essaie de se démarquer justement en essayant de dire bah non moi je regarde je suis plus fort au niveau du classement donc écoute-moi quand je te dis quelque chose. Enfin, et ça malheureusement c'est voilà comme tu dis c'est toujours l'humain donc ça c'est des problèmes auxquels je pensais pas avoir à faire en fait. Et puisque j'étais persuadé que finalement, avec une bonne méthodologie et une bonne gestion du risque, ça suffisait. Mais voilà, ce qui s'est passé à ce moment-là, ça nous a rappelé à nos bons souvenirs. Comme quoi, c'est vraiment la psychologie. Comme, enfin, c'est même plus que la psychologie, bah, c'est vraiment le côté humain et le côté de la personnalité qui fait vraiment la différence. Et puis l'ego, quoi, hein, comme d'habitude. Ok. Alors juste pour rebondir, si tu as encore quelques minutes, Ouais. donc tu as dit les personnes là sont passées de comptes individuels de quelques milliers d'euros à des comptes gérés de plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais Ouais. donc je suppose qu'ils sont passés par des comptes PAM, c'est ça? Les Oui, c'est ça. PAMM là. Mais comment ils ont, enfin je veux dire, ça paraît énorme, 600 000. Non, c'est très très peu. Moi, quand je gérais de l'argent chez un broker sérieux, j'ai mis 2 ans avant que le broker me fasse confiance. J'ai commencé avec 16 000 euros d'investisseurs. C'est monté tout doucement jusqu'à 80 000 euros. Et puis un jour, j'étais chez un broker véreux, en fait, qui en a rien à foutre ni de ses clients ni de ses traders. Et ils m'ont débloqué 400 000 euros en 7 jours. Et donc, il était chez le même broker. Et en fait, il suffit simplement de dire, écoutez, voilà, moi, je vais vous faire du volume, parce qu'ils veulent du volume. Je vais vous faire du chiffre, trouve-moi des clients. Et puis le broker, en 2-3 coups de fil, il te trouve un client à 50, un client à 100, un client à 200, et puis c'est bon, c'est fini, t'as déjà 600 000 euros. Ok, mais Et derrière, pardon, excuse-moi, vas-y. ouais, et non, vas-y, dis. Non non, vas-y, finis ta phrase. Et en fait, il y a beaucoup d'argent parce que nous, moi je suis issu du monde du particulier, j'avais pas forcément d'argent au début, donc pour nous, on a du mal quand quelqu'un ouvre un compte à 50 ou 100 000, on dit putain, c'est rare. En fait, non, c'est pas si rare que ça, et c'est toujours plus ou moins le même profil. C'est soit des gros chefs d'entreprise qui ont beaucoup d'argent et qui veulent l'investir à droite à gauche, donc qui diversifient, soit des retraités qui ont un gros pécule et qui veulent se lancer là-dedans. Et puis, ils se font baratiner par les brokers qui disent ouais, il faut déposer tant, et puis vous allez voir, on va vous aider, etc. Enfin, ça, c'est comme d'habitude hein, le problème de ce genre de broker. Et qui s'en foutent complètement et de la régulation, et des mandats de gestion, et de la gestion du risque. Parce que normalement, dans un mandat de gestion, tu dois préciser l'exposition maximale pour toutes les positions, l'exposition par trade, la perte maximale autorisée. Et puis ça doit être respecté. Normalement, par exemple, un broker avec une MAM ou une PAM, normalement, tu peux demander à ton broker qui te limite à 80% de marge. C'est-à-dire qu'en gros, quand le trader perd 20%, il peut plus passer de position pour sécuriser les comptes, etc. Et eux, voilà, c'est des brokers qui sont, bon, c'est des commerciaux. Leur objectif, c'est de faire du chiffre et de pousser au volume surtout. Donc voilà, qu'est-ce que je te dis, hein, c'est comme ça. Et puis tu peux pas faire autrement. Et n'importe qui peut gérer beaucoup d'argent avec un tout petit peu de bagou et en trouvant les brokers qui s'en foutent complètement. Ouais. Non mais ça m'étonne parce que moi 600 000 ça me paraît énorme et surtout que les mecs qui ont mis je sais pas combien il y avait de clients mais au final donc il y en a qui ont dû mettre comme tu dis plusieurs dizaines de milliers d'euros et ils devaient quand même Ouais. l'avoir mauvaise puisqu'ils ont dû suivre ça comme tu m'as expliqué il y a de la martingale je sais pas peut-être je sais pas s'il y a eu de la moyenne à la baisse mais en tout cas tu as expliqué plusieurs règles qui ont été enfreintes vraiment les règles de base ça n'importe qui se rend compte que c'est mal géré et donc du coup après comment ça s'est passé ça de ce côté-là. Il y a eu de tout, si tu veux. Nous on a même des 2-3 élèves qui ont investi avec eux. Et le pire, c'est qu'ils nous avaient demandé notre avis avant. On leur avait dit surtout pas. Ne touchez pas, n'investissez pas sur eux, pas parce qu'ils sont mauvais. Mais je prends l'exemple de Valère. On m'avait demandé en novembre dernier que penser de ses performances. Je fais écoute, moi je m'en fous des performances. Par contre, le seul souci que j'ai, c'est que pour l'instant, je l'ai pas connu perdant. Et moi, quelqu'un qui perd pas de l'argent, pour l'instant, j'ai un peu de mal à lui faire confiance. Je veux d'abord vous connaître ses réactions. Et il avait passé outre mon avertissement, il a quand même investi beaucoup d'argent dessus, puisque c'était beaucoup plus que 100 000 euros. Et pareil, quand on investit sur quelqu'un, j'ai fait partir une newsletter cette semaine en faisant un petit coup de gueule sur justement si c'est n'importe quoi, on n'investit pas autant d'argent sur un trader qu'on connaît pas. Et puis même si on va investir sur quelqu'un qu'on connaît pas, ben on teste avant. On met, je sais pas, 2000, 5000, 10 000, mais on met pas 100 000.
Et donc, si tu veux, non, il y en a beaucoup qui se laissent avoir par l'ivresse du gain et qui se disent, bah tiens, je vais donner ça, puis c'est bon, demain je suis millionnaire. Donc, c'est facile en fait de faire entre guillemets une levée de fonds. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, attends que je me souvienne, c'était quoi ta question précisément? Je voulais Ma rebondir question, sur. c'est du coup dans ces contextes, toi, t'as l'air de me dire que c'est pas énorme, mais bon, alors peut-être que quand on est plus quand on est habitué peut-être à la finance professionnelle et surtout à tout ce qui est justement levée de fonds, donc gestion, etc., ça paraît pas énorme, mais du coup pour nous, tu sais moi par exemple, bon le maximum avec quoi j'ai tradé c'était 20 000 euros, tu vois, et pour moi c'était déjà Ouais. beaucoup à l'époque. Donc quand tu me dis 600 000, pour moi c'est fou. Je me dis derrière tu reçois pas de, t'as pas de problème, il y a pas des gens qui sont énervés quand tu fais n'importe Alors, quoi comme ça. déjà, nous, on n'est pas affilié aux élèves puisque c'est illégal. Hein. Nous, on est une Ah ouais, je société parle de pas par portage. rapport à toi, moi je parle par rapport aux élèves. Là, Oui, j'ai oui, bien compris que toi, de toute façon, t'étais pas du tout dans cette optique-là. Au contraire, tu disais de se calmer, c'est ça. tu disais plutôt de revenir à la raison, ce qui m'étonne pas, puisque, bah, par exemple, il y a aussi Arnaud dans l'équipe. Vous êtes quand même des gens qui êtes là depuis, je sais pas, une décennie, je pense, même peut-être Arnaud plus longtemps sur les marchés. Au Euh, moins, décennie, ouais. Ouais, bah voilà, ouais, au bout de quelques années, je pense on prend du plomb dans la tête et qu'on se rend compte très rapidement de qui fait quand les gens partent en vrille. Donc c'est pas du tout toi que je remets en question là-dedans, c'est le système de PAM là, parce que moi je connais pas du tout. Mais derrière, les gens doivent quand même péter un plomb quand tu mets quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros et que tu vois un mec qui fait n'importe quoi avec ton argent. C'est qui? C'est le broker qui reçoit la pression? C'est Alors, la personne qui gère? t'as deux types de clients. T'as trois types de clients. T'as le client chiant, t'as le client dépressif et t'as le client investisseur. Donc le client investisseur, lui, il a pris un risque, il accepte dès le début. Donc si tu veux, il perd, c'est le jeu. Alors ça le fait toujours un peu chier, mais si tu veux, il va pas broncher. Qu'il perde beaucoup ou pas, hein, il a fait le choix d'investir. C'est quelqu'un qui investit avec connaissance. Ensuite, tu as le client dépressif, c'est celui qui croit en son trader. C'est-à-dire, même si le trader perd de l'argent, il est là, ah non, mais il va remonter. Le trader, bien sûr, dit oui, je vais remonter. Et le broker dit oui, il va remonter. Et donc, si tu veux, il est entraîné dans ce rêve continu qui va remonter, il va remonter, il va remonter. Donc, si tu veux, lui, c'est un peu comme c'est exactement comme un trader qui perd. Il s'accroche, il s'accroche, il s'accroche, et finalement, ça sert à rien. Et puis, le client qui est plus chiant. Et lui, par contre, il va t'appeler toutes les 5 minutes dès que tu fais une perte ou qui te pose des questions, etc. Et qui te rajoute, si tu veux, une pression supplémentaire. Donc après, au niveau des problèmes, vu que il y a quand même ils se font pas n'importe quoi les brokers parce qu'ils avaient beaucoup de problèmes avant 2008. Ils sont beaucoup blindés à ce niveau-là. Donc si tu veux, eux c'est plus que des intermédiaires. Donc il n'y a pas de procès, ils peuvent pas se retourner contre eux. C'est précisé dans le mandat qu'ils peuvent tout perdre, etc. Donc si tu veux, c'est un peu hypocrite, mais c'est comme ça. Ils se blindent en se disant, bah, quoi qu'il en soit, si vous perdez, bah, c'est de votre faute. Après, bien sûr, il y en a qui vont gueuler, ça c'est sûr. Il y en a qui vont un peu moins gueuler, mais de toute façon, à partir du moment où tu perds de l'argent, c'est sûr que personne ne va être content. Ça, c'est évident. Mais la plupart qui le font, ils peuvent se le permettre parce qu'ils savent comment ils investissent. Et puis les autres, bah, malheureusement, ils font comme du trading. En fait, ils s'accrochent, et même s'ils continuent à perdre. Et par exemple, moi, les plus gros comptes en gestion MetaTrader hein, que j'ai vu, le plus gros que j'ai connu, c'est 17 millions d'euros. Il y avait 10 millions d'euros aussi. Et en fait, c'est assez rapide. Et je te donne un autre exemple. Donc maintenant, on a la chance, on commence à avoir une bonne réputation. Le nom, il commence à tourner en dehors des sphères particulières, parce ça tourne un peu dans la sphère professionnelle. Et il y a 3-4 semaines, il y a un fonds qui nous a appelé, un fonds professionnel qui a plus de 5 ans d'existence. Et il nous confie que ça fait 5 ans qu'il change plus d'une fois par an de trader. Et si tu veux, à chaque fois, il trouve un trader qui est bon, ou des traders qui utilisent des systèmes automatiques, etc. Et à chaque fois, ça marche mal. Ça pète et c'est jamais, entre guillemets, les promesses qu'avait fait le trader avant. Donc déjà, il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. C'est qu'un bon trader pour son compte à lui, c'est pas forcément un bon trader pour les comptes d'autrui. Il y a une pression supplémentaire. En plus de la pression financière, tu as la pression bah, quand tu perds seul, bon, ça touche ton ego, mais c'est pas grave, personne te voit. Quand tu perds en faisant de la gestion, bah, tout le monde le sait, et encore plus les clients à qui tu as dit non, mais je vais gagner, etc., etc. Donc il y a une double, triple pression, si tu veux, qui fait que il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à passer du statut de propre trader au statut de trader en gestion. Et donc ils me confiaient, mais c'est extrêmement compliqué, voire impossible de trouver un bon trader actuellement pour lui donner des fonds à gérer en fait, même si les montants peuvent être importants. Et moi-même, qui ai testé la gestion, je sais que finalement c'est pas quelque chose qui me plaît parce que c'est pas une pression avec laquelle j'arrive à travailler malheureusement. Donc si tu veux, il y a beaucoup de fonds qui testent du coup, donc qui prennent des traders qui peuvent être bons indépendamment sur leur compte
Et finalement, en gestion, ça foire complètement. Et ils en sont arrivés au point d'appeler des sociétés de formation pour nous demander, ben voilà, est-ce que vous n'avez pas des bons traders à nous prêter ou à nous présenter? Donc ben nous, on leur met les gardes, on monte les track records, etc. On leur dit, bon, bah lui, il a une expérience qui est pas mal, il est assez régulier, mais finalement, on ne sait pas ce qui va arriver dès qu'on va lui, parce que comme c'est des fonds, c'est toujours des sommes un peu plus importantes, hein, 400 000, 1 million, 5 millions. On ne sait pas comment il va réagir, parce que quand le premier trade que tu passes sur un compte à 100 000 euros, quand tu perds 2%, tu perds 2 000 euros, ça fait tout drôle, et tu sais pas comment tu vas réagir. Donc si tu veux, c'est très compliqué à gérer tout ça. Mais je peux te dire, ça va très vite, hein, les montants peuvent monter très très vite. Et j'ai déjà vu beaucoup de PAM et de MAM où en fait, si tu veux, la plupart du temps, c'est le commercial, c'est le broker qui fait signer. Il appelle les gens, il a une check-in list, il fait déposer de l'argent, et puis il dit, bah, écoutez, voilà, j'ai un bon trader, il peut vous rapporter de l'argent. Bah, en général, il ne peut pas dire non, parce que généralement, les gens qui investissent dans les PAM et les MAM, c'est pas forcément des gens qui vont trader. Donc, ça signe, et tu arrives très, 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 très vite à des montants vraiment très importants. Ok, bah merci Pascal pour ce point, c'était assez long, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps aujourd'hui. Bah, en tout cas, ouais, vraiment intéressant, toujours ces débats et discussions, et bah, donc on te retrouve sur le site dmtrading.fr, je vous remets le lien. Donc bah juste pour quand même, puisque toi ton but quand même, tu viens ici généreusement, c'est de présenter tes services, alors je te laisse une petite minute pour parler de la formation là et donner envie aux personnes qui nous écouteraient de vous rejoindre. Ouais, bah, on n'a plus qu'une place pour la formation de mai. Et puis demain, on fait un webinaire, on réédite le webinaire sur le CCI et les moyennes mobiles, puisqu'il avait été rendu privé par ActiveTrade et nous, on veut qu'il soit public. Donc demain, on le réédite. Et puis la prochaine formation sera en fin d'année, parce qu'on en fait que deux cette année, pour se concentrer sur d'autres choses. Ok, parfait, merci Pascal, à bientôt, à la semaine prochaine. Bonne journée, Fabien. Ciao.